Bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver avec une question essentielle aujourd'hui que tout le monde se pose certainement et surtout qui fait très peur. Est-ce que nous sommes à la veille d'une nouvelle crise bancaire en Europe, un peu comme celle qui a suivi la faillite de Lehman Brothers, où cette crise bancaire a alimenté la récession? Donc bien sûr, ça fait peur à tout le monde, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Alors attention, c'est facile de dire oui, tout va exploser et autres, de jouer les Cassandres, mais le plus important, c'est de justifier de ce qu'on dit. Donc c'est ce qu'on va faire comme d'habitude, au travers de graphiques, de chiffres, du concret. Effectivement, cette question mérite d'être posée. Oui, il y a un risque important. Pourquoi il y a un risque important? Parce que avant même la crise du coronavirus, eh bien, on avait déjà énormément de créances douteuses dans les banques. Qu'est-ce que représentent les créances douteuses? Ce sont simplement les crédits qu'ont octroyés les banques, mais qui ne sont pas sûrs. C'est-à-dire que les banques ne sont pas sûres de récupérer leur mise, et souvent d'ailleurs, elles vont perdre de l'argent. Eh bien, tenez-vous bien, avant même la crise, donc en 2019, il y avait 600 milliards d'euros de créances douteuses dans les banques européennes. Et tenez-vous bien, regardez bien, 140 milliards d'euros de créances douteuses pour les seules banques françaises. Donc ça veut dire que avant même la crise du coronavirus, il y avait déjà un danger. Le socle du système bancaire est extrêmement fragile. En plus de cela, on a des conditions réglementaires très compliquées pour les banques qui font qu'elles ont également du mal finalement à faire leur métier. Et puis surtout, le problème de base, c'est que le métier essentiel d'une banque, c'est ce qu'on appelle la transformation. C'est-à-dire en fait, les banques se financent à court terme sur le marché monétaire, généralement à des taux d'intérêt relativement bas, et ensuite elles prêtent à long terme. Et normalement, il y a un écart de taux d'intérêt. C'est-à-dire que entre le taux monétaire où elles se financent et le taux auquel elles prêtent, le taux à long terme, eh bien généralement, le deuxième est supérieur au premier. Donc c'est avec cet écart de taux d'intérêt que les banques arrivent à gagner leur vie. Elles font évidemment d'autres types de produits, notamment sur les marchés financiers, mais ça c'est la base. Le problème que nous avons, donc d'ailleurs depuis 2019, c'est qu'on a ce qu'on appelle une inversion de la courbe des taux. Ça veut dire que les taux d'intérêt à long terme, donc avec lesquels les banques doivent gagner de l'argent, sont inférieurs aux taux monétaires, donc à court terme, auxquels les banques se refinancent. Et je vous ai fait un graphique pour le montrer. Regardez, là on a, encore une fois, on revient en Europe, bien entendu. La courbe bleue, c'est le taux réfi de la Banque Centrale Européenne, donc le taux monétaire auquel se financent les banques. Et la courbe rouge, c'est le taux d'intérêt à 10 ans de la dette publique allemande. Et vous voyez que normalement, on a un écart, c'est-à-dire que la courbe rouge est supérieure à la courbe bleue. C'est tout à fait logique. Alors, il y a quelques exceptions, notamment dans les phases de récession. Par exemple, ici en 2001, vous voyez qu'on a des taux monétaires qui vont être équivalents aux taux longs et généralement, ça annonce la récession. Et on le voit d'ailleurs ensuite, la Banque Centrale Européenne a baissé les taux d'intérêt. Pareil ici en 2008. Bon, à l'époque, grave erreur de la Banque Centrale Européenne qui a remonté les taux d'intérêt alors qu'il y avait déjà une récession. Et ensuite, évidemment, eh bien, elle a dû baisser fortement les taux d'intérêt pour relancer la machine. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que regardez ici, depuis 2019, donc avant encore une fois la crise du coronavirus, eh bien, les taux longs, les taux d'intérêt à 10 ans de la dette publique allemande sont inférieurs au taux monétaire qui d'ailleurs est à 0%, parce qu'on a des taux d'intérêt négatifs sur la dette publique allemande. Donc les banques ne peuvent pas faire leur métier de transformation. Et c'est même encore pire que ça, parce que si à la rigueur il n'y avait que l'Allemagne qui était concernée, on pourrait dire bon, la dette allemande est relativement sûre. Mais non, toutes les dettes sont concernées. Et notamment bien sûr la dette publique française. On a cette bulle formidable, j'avais déjà monté ce graphique sur notre chronique, mais c'est vrai qu'il est tellement incroyable. On a cette augmentation de la dette publique française, donc on est autour des 100% du PIB au premier trimestre 2020, et les taux d'intérêt, vous voyez, qui continuent de baisser fortement. On est autour des zéros, voire légèrement négatifs. Donc ça, c'est évidemment complètement anormal. Alors il y a encore pire que la France, il y a nos amis grecs. Alors là, évidemment, c'est quelque chose qui défie l'entendement. C'est-à-dire que, on le voit ici, nous avons la dette publique grecque. Vous voyez, souvenez-vous, la crise de la dette grecque ici en 2011-2012. La dette était montée à 170% du PIB en Grèce et les taux d'intérêt de la dette grecque étaient montés à 10 ans à 35%. Donc il y avait une sanction. Donc c'était normal. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La dette publique grecque est à 180%, peut-être même 200% très bientôt par rapport au PIB. Et pourtant, regardez, les taux d'intérêt grecs baissent. On est à 1,5% sur le taux d'intérêt à 10 ans. C'est ça qui est dangereux. Dire que les banques prennent des risques et en plus, elles n'ont pas de rendement. Vous savez qu'en économie, en finance, il y a une règle de base qui est la suivante, qui est que plus le rendement augmente, plus le risque augmente. Ça, effectivement, c'est logique. Par exemple, pour des subprimes, c'est vrai qu'il y avait un risque élevé, mais il y avait aussi un rendement élevé. Donc finalement, ceux qui ont vendu à temps n'ont pas perdu trop d'argent. Là, le problème, c'est qu'il y a un risque élevé de dette publique, mais il y a un rendement très faible. Donc on n'a ni le beurre, ni l'argent du beurre, et en plus, il faut payer. Donc c'est pourquoi je dis souvent que cette crise, ce danger, cette bulle est plus grave que les subprimes. On voit ici, vous voyez, je vous ai mis alors
les pays entre guillemets du Nord, hein, Allemagne, Pays-Bas, Autriche, même si l'Autriche n'est pas vraiment dans le Nord, mais vous voyez, ils ont des taux d'intérêt négatifs jusqu'à 25 ans pour l'Allemagne ou les Pays-Bas. Mais ils ont une dette publique 50-60%. À la rigueur, ça peut se comprendre. Par contre, vous avez par exemple ici la Belgique ou la France, taux d'intérêt donc à 10 ans négatif, mais des dettes publiques à plus de 100% ou quasiment 100% du PIB. Je ne parle même pas évidemment de l'Italie à 134%. Alors on voit ici que Chypre et la Grèce n'ont pas des taux d'intérêt négatifs, certes, mais regardez le taux d'intérêt à 5 ans, il est à 0,6% à Chypre, 0,9% en Grèce, donc c'est rien. Pourtant la dette publique est énorme. Donc il y a bien une anomalie et c'est ça qui est dangereux parce que si les taux d'intérêt remontent, ne serait-ce qu'un petit peu, les taux d'intérêt des dettes publiques, et ça va forcément arriver, même si la Banque Centrale Européenne va éviter tout ça, elle va essayer du moins d'éviter, mais les taux d'intérêt vont remonter, alors là, à ce moment-là, on aura des moins-values sur les portefeuilles des banques, puisque tous les portefeuilles obligataires vont perdre de l'argent. Donc les banques qui sont déjà fragiles, elles vont là aussi perdre de l'argent. Et alors en plus, autre point dramatique, c'est que sur tout ça arrive une récession, comme vous le savez, qui est dramatique, c'est même une dépression. Alors on voit les derniers indicateurs, on avait vu la semaine dernière les indicateurs du directeur d'achat, là c'est l'indicateur de la Commission européenne, ils disent de sentiment économique dans la zone euro. Vous voyez qu'il n'y a pas de V, vous voyez, ça remonte un petit peu, mais on reste quand même autour des moins 7, moins 8%. L'INSEE a même annoncé moins 20% du PIB au deuxième trimestre 2020, après moins 5,3% au premier trimestre pour la France. Donc c'est pour dire l'ampleur effectivement des dégâts. Donc là aussi, s'il y a de la récession, ça veut dire qu'il y a des entreprises qui vont faire faillite, des ménages qui malheureusement vont être au chômage, donc ils ne pourront pas rembourser leurs endettements, même si une partie des endettements a été garantie par l'État français, notamment à 90%, mais les 10% restants, ça sera une perte. Donc ça veut dire que le coût du risque va augmenter pour les banques. Donc que les créances douteuses qu'on a vues tout à l'heure vont au moins doubler, voire tripler. Et ça, c'est dangereux pour le fonctionnement, pour la stabilité des banques. Et d'ailleurs, si on voit effectivement les chiffres de croissance, regardez, dans la zone euro, enfin de croissance, de décroissance, moins 8,7%, moyenne annuelle en 2020, pareil effectivement en France, un peu moins en Allemagne, mais regardez, Italie moins 9,7%, et là aussi en Italie on a énormément de créances douteuses. Alors parfois on entend les chiffres de 300 milliards d'euros dans les banques italiennes de créances douteuses, mais c'est peut-être plus. Alors vous vous rendez compte qu'on a à la fois un problème réglementaire, on a à la fois un problème de dette publique, un problème de métier de transformation, et en plus une récession dramatique. Donc là encore une fois, le coût du risque va augmenter. Et dès le premier trimestre, regardez quelques chiffres, la plupart des banques européennes ont soit vu une très forte baisse de leurs résultats, de leurs profits, ou alors quasiment des pertes. Carrément des pertes plutôt. Et on le voit ici, je vous ai mis quelques exemples. La banque néerlandaise, qui est pourtant très bien portante, depuis 2013, elle n'a pas fait une seule perte, mais la première perte trimestrielle, 395 millions d'euros de pertes. Alors évidemment, il y a beaucoup de provisions pour justement créances douteuses qui ont été passées. La banque allemande, Commerzbank, 295 millions d'euros de pertes. Je ne parle même pas de la Deutsche Bank qui était également en perte déjà depuis l'année dernière à plusieurs milliards d'euros. Là, les pertes ont été réduites, mais néanmoins, là, on sait bien que la Deutsche Bank a pris énormément de risques et est très très fragile. Et du côté français, Société Générale, perte de 326 millions d'euros. Alors, c'est ce qui fait qu'on va forcément, malheureusement, avoir une crise bancaire. Alors, c'est sûr que la Banque Centrale Européenne va gérer, on va essayer d'éviter les catastrophes, mais globalement, on aurait une restructuration du paysage bancaire. Je ne crois pas à une faillite d'une grande banque française parce que il y a toujours ce qu'on appelle le principe du too big to fail, c'est-à-dire trop gros pour faire faillite, mais il y a un risque que certaines banques moyennes peut-être disparaissent ou se fassent racheter. Alors, bien sûr, on a les trois grandes banques françaises, que ce soit le Crédit Agricole ou l'ensemble des banques mutualistes, d'ailleurs, notamment la Caisse d'épargne, ou alors la BNP Paribas, qui n'est pas une banque mutualiste, bien sûr, mais qui est quand même assez solide. Too big to fail, là aussi, ça devrait résister. On ne pourrait pas avoir, effectivement, de faillite. Par contre, il y a une banque qui est en danger, c'est la Société Générale. Alors là aussi, on va pas laisser faire faillite la Société Générale, quoi qu'il arrive, mais on va peut-être observer ce qui devait se produire il y a plusieurs décennies, c'est-à-dire la fusion ou le rachat de la Société Générale par BNP Paribas. Donc voilà. Tout ça fait qu'on va vivre des moments de restructuration du paysage bancaire. Il y aura aussi peut-être des faillites, peut-être en Italie de certaines banques, petites banques, ou ailleurs, ou en Espagne. Donc il y aura une situation quand même compliquée. Donc rappelez-vous, mon conseil, il ne faut pas mettre plus de 100 000 euros sur ses comptes à vue pour éviter les déboires, mais surtout, le vrai enjeu, c'est qu'on va assister à une restructuration du paysage bancaire européen, français. Donc voilà, ça sera peut-être la quatrième vague, c'est-à-dire première vague, on a eu le confinement, la récession, deuxième vague, la dépression, troisième vague, malheureusement les faillites, le chômage qui augmente, donc des personnes qui ne pourront plus rembourser. Quatrième vague, oui, c'est des créances douteuses énormes, peut-être même des faillites bancaires. Donc c'est là où
où ça va devenir extrêmement douloureux. Et cinquième vague, c'est bien sûr le problème de la crise sociétale. Donc voilà, tout ça c'est ce qui peut se produire, mais on s'en sortira quand même, du moins on peut l'espérer. Donc c'est là qu'est le vrai enjeu. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas avoir peur, la peur n'évite pas le danger, il faut simplement savoir où nous allons, s'armer de patience et on devrait sortir par le haut. Ça prendra du temps et en tout cas ça va être très très actif au cours des prochains mois dans le secteur bancaire. Bonne continuation et à très bientôt.